Salut tout le monde. Je suis content. Je fais enfin le dernier épisode sur l'aliénation parentale. Un truc de ouf. Ça m'aura mis 10 ans pour piger et pouvoir articuler euh, cette horreur. Cette horreur, ce drame qu'est l'aliénation parentale. Donc, épisode spécial en plus de mon journal de bord. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024, toujours à Santa Monica, en Californie. Et, euh, et donc, c'est à thème Ben Abdallah, In a Place to Be. Et, et aujourd'hui, je termine la série d'épisodes sur l'aliénation parentale et, euh, et je suis assez ému. Je suis assez ému parce qu'il y a une certaine tranquillité qui commence à se dégager du fait que j'ai pu avoir la compréhension intellectuelle de ce bazar. Bon, j'espère une partie en tout cas. Et donc, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, je suis un enfant de l'aliénation parentale où, où j'ai grandi dans une famille extrêmement dysfonctionnelle avec des moments de conflits aléatoires qui ont vraiment limité ou ralenti mon développement émotionnel et qui ont causé des dégâts psychologiques horribles. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis peut-être qu'en témoignant, je peux peut-être inspirer certains parents à prendre du recul, à se réveiller, ou peut-être aider des enfants qui auraient un doute dans l'idée de retrouver le parent qui a été aliéné. Euh, et donc voilà, donc je vais aller directement, comme on dit en anglais, dans le meat, dans la viande. Et, euh, et là, je sors le tableau que j'ai fait, que j'ai chez moi qui me permet de m'organiser dans mes journées. Est-ce qu'il est bien placé? Voilà. Mon premier tableau. Donc, le phénomène d'aliénation parentale, euh, je sais qu'aux États-Unis, c'est totalement officiel. Il y a des bouquins dans tous les sens. Je ne sais pas à quel point en France si c'est devenu un sujet ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc, l'aliénation parentale, ici, et j'ai mon petit Keanu que je vais placer là. Et donc, ce que je décris, c'est que l'aliénation parentale commence dès l'enfance. Euh, et en général, c'est pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, ça vient de parents ou de couples hautement conflictuels. Euh, En anglais, on les appelle les high conflict families. Et donc, ça englobe toutes les familles qui se bouffent la gueule devant les enfants. Et ça peut être soit des familles d'alcooliques, comme ça peut être des familles où un des deux parents ou les deux parents souffrent d'une pathologie cluster B, c'est-à-dire les pathologies qui regroupent l'aspect borderline. En français, je pense que ça s'appelle euh, TPL, bref, personnalité limite. Euh, Bref, je n'ai pas le terme complet. Il y a ensuite l'aspect NPD, Narcissist Personality Disorder, qui regroupe les différentes formes de narcissisme. Euh, narcissisme vulnérable ou narcissisme ouvert. Il y a aussi l'histrionisme et, euh, et l'aspect antisocial.
Je crois que il doit m'en manquer un qui correspond à la catégorie des cluster B. Et donc voilà. Donc on a une famille traumatisée et traumatisante. Et ben, les explosions de colère, les difficultés qui sont exposées, présentées devant les enfants sont extrêmement destructeurs. Parce que en fait, les enfants vouent une allégeance totale à leurs parents, une forme d'amour et, comment dire, oui, une forme de loyauté. Et donc les parents sont le référent du réel. Et donc ils sont censés protéger émotionnellement, physiquement, la totale. Et donc moi qui suis un enfant de l'aliénation parentale, j'ai vécu une enfance, je dirais, assez traumatisante, voire terrifiante. Bien sûr, pas tout le temps. Je vois certainement certains membres de ma famille ou certains peut-être de mes amis qui se disent que je vais peut-être trop loin. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux avoir une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines une explosion nucléaire familiale et ça suffit pour te défoncer un enfant ou l'enfance d'un enfant. Et je suis incapable aujourd'hui de savoir est-ce que c'était les conflits explosifs avec une violence que je n'ose décrire ou est-ce que c'était le côté aléatoire. Le fait que d'une certaine manière, tu sais que ça va péter à un moment donné, tu as 5 ans, tu sais que ça va péter, si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais tu sais que ça va arriver. Et je me demande si c'est pas ça qui a été le plus terrifiant pour moi. Et donc je parle, c'est dommage, j'ai pas de baguette, sinon je prends... Ah, merde. Donc... Et donc alors, tout commence ici, hein. Et naturellement, ça commence pas avec l'enfance, ça commence bien avant avec les parents. Et donc, je vais pas m'étendre sur quelle a été la source des difficultés des parents. En plus que dans ma famille, j'ai l'impression qu'il y a des secrets familiaux ou des tabous. Mais en tout cas, tout vient de 2 parents qui se rencontrent, qui eux ont leurs problèmes liés à leur enfance. Et dans mon cas, moi, je soupçonne grandement que mon père souffrait aussi d'une dimension borderline, d'un côté narcissique mais extravagant, pas le narcissique caché. Donc en fait, il y avait presque un côté rigolo avec le... En gros, il y avait un mélange entre narcissisme et charisme chez mon père, donc, et une forme d'histrionisme. Et chez ma mère, il y a un aspect borderline évident, un aspect narcissisme covert et un aspect antisocial. Et donc, t'as 2 parents comme ça qui se tapent à la gueule et ça hurle. En plus, c'est ultra spectaculaire parce que je ferai une vidéo un jour parce que j'ai aussi étudié en profondeur l'aspect borderline et aussi l'aspect narcissique, mais j'ai mis beaucoup d'efforts dans la compréhension de l'aspect borderline. Et donc c'est ultra spectaculaire. C'est vraiment à un point où c'est terrifiant. Moi j'étais terrifié. Et je savais que si je rentrais chez moi, je savais pas si je revenais pas. J'avais l'impression que c'était le Vietnam. Et je sais que vers l'âge de 7 ans, j'avais envie de me suicider et je me mettais sur le rebord de la fenêtre. Et on était au 4e étage, je crois. Et j'espérais que Dieu m'envoie une bourrasque, que je puisse tomber et que, voilà, on en finisse. Et j'avais 7 ans, à peu près 7-8 ans. Et donc, malheureusement, à cet âge, on n'a pas de casque pour se protéger. Ah, c'est marrant, ça rentre, je croyais que c'était... Et donc, je peux le dire, hein, mais mes sœurs et moi, on s'est fait pulvériser avec une enfance ultra instable. Et ce qui est d'autant plus difficile pour moi de partager ça, c'est que c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'on a eu des moments de bonheur parsemés de conflits hallucinatoires. Et donc je suis incapable de dire oh, j'ai des bons souvenirs,
Mais l'aspect traumatisant a vraiment été perturbant pendant au moins 40 ans pour moi. Et, euh, et donc, je partage aujourd'hui tout ça pour que ça reste pas dans le tabou ou que ça ne soit pas toujours caché parce que il y a un phénomène de honte. Je pense qu'il faut désacraliser ce problème pour que ça devienne réel et qu'on en soit conscient. Et qu'on se dise, il n'y a pas uniquement les accidents de la route, il y a aussi l'aliénation parentale et que c'est un vrai fléau. Et, euh, et donc, ce qui était d'autant plus terrifiant, c'est que mes sœurs et moi, ici, là, donc on était là, durant l'enfance, on n'avait aucun moyen de défense. Et je traîne un peu sur cet aspect de l'enfance parce que c'est là où tout se joue, hein. Et moi, je me suis retrouvé à vraiment rêver d'avoir une étreinte. Je comprenais rien. Et, euh, et tout devenait confus chez moi. Je voyais la violence de mes parents, leur colère. J'avais des choses que naturellement j'appréciais, c'est-à-dire l'autorité parentale, mais qui se confondait vachement avec la violence et le côté instable de mes parents. Donc, je me permets aujourd'hui de pouvoir indiquer que mes parents souffraient les deux de certaines pathologies et que moi, les moments, qu'en gros, j'ai eu très peu, j'ai l'impression, de moments d'amour sous la forme que j'aurais voulu avoir quand j'étais gamin. Et en général, quand tu as 5 ans, 8 ans, l'amour dont tu as besoin, c'est une sorte d'amour inconditionnel et, euh, et tactile. Quand tu as 5 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, même 10 ans, même 14 ans, tu as envie d'avoir des câlins de ta maman. Tu as envie qu'elle te serre dans les bras, qu'elle te fasse des bisous, qu'elle te fasse des câlins, même si tu fais semblant de faire oh non, ça suffit et tout. Mais en fait, c'est hyper important pour la construction de l'enfant et sa personnalité. Donc là, ce que je me suis retrouvé dans la Troisième Guerre mondiale ici, ça a été un truc de fou. Et ça, couplé au fait que quand tu grandis, t'es adolescent, tu galères pour trouver tes marques à l'école, j'avais des problèmes d'attention, j'étais puni si jamais j'avais des mauvaises notes, des sermonnages. Donc c'était un cocktail hallucinatoire, un mélange entre colère extrême, et quand je dis extrême, parfois on avait l'impression que c'était un exorcisme, et, euh, et l'aspect narcissique, où en fait, en tant que gamin, tu sais plus si tu es aimé du tout, et tu as l'impression d'être l'extension de tes parents, et que tu as intérêt à pas la ramener, à t'as intérêt à bien bosser à l'école. Donc il y a eu un détournement d'un certain nombre de choses qui auraient dû être vertueuses, notamment la religion. Moi, je considère que l'islam, qui m'a nourri quand j'étais gamin, qui était source de bonheur, de joie, que je pouvais voir à l'extérieur de ma famille, a été détourné dans ma famille proche pour justifier les abus, les colères. Et en gros, le discours, c'était tu te fais défoncer la gueule, et en plus, si tu l'ouvres, c'est pas bien parce que tu manques de respect aux parents. Donc, c'était un truc, mais bon. Et le problème, c'est que quand tu as des parents dysfonctionnels et qui créent une sorte d'écosystème familial avec les enfants qui ne peuvent pas la ramener, ça crée un écosystème, une sorte de bulle, où en fait, avec un déni du réel, où en fait, ces cabanes bambou, en fait, il n'y a pas moyen, si tu veux, d'une certaine manière, mes parents ont créé les conditions dans le couple et dans la famille pour qu'il n'y ait pas de retour du réel, de l'extérieur, pour leur dire peut-être que vous déconnez, peut-être que là c'est du délire. Donc, donc tout ce délire pathologique dans l'enfance a été hyper destructeur et je n'ose imaginer quelle a été l'ampleur des dégâts. Et je comprends pas d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de devenir un pervers narcissique et je sais pas, peut-être que le Dieu en a décidé autrement. Et, euh, et donc aujourd'hui j'en parle pour essayer de désacraliser, pour essayer de sortir des vieux tiroirs
en espérant pouvoir casser le cycle, le cercle familial euh, des traumas intergénérationnels, de casser un peu ce cycle de l'ignorance et des abus verbaux, psychologiques, physiques. Donc, euh, donc ça a été, je fais un gros résumé, hein. Donc, encore une fois, c'était pas Les Misérables. J'ai eu des bons moments quand même avec mes parents, mais qui étaient complètement fugaces et ça s'est aggravé plus je grandissais, plus j'arrivais vers l'adolescence et plus les dysfonctions de mes parents étaient de plus en plus apparents. Donc là, on est là. Donc, en un, les conflits fréquents et, euh, et voilà. Et ce qu'il y a pour effet, pour expliquer le processus d'aliénation parentale pour moi, je décris en 5 étapes. À la base, c'est des conflits incessants, aléatoires, qui vont créer une première horreur qui s'appelle un lien traumatique. En anglais, ils appellent ça le trauma bond, qui fait qui est vraiment une horreur, une chienlit en fait. La notion de trauma bond existe aussi dans les couples en fait. C'est-à-dire que c'est l'idée que c'est comme un effet addictif. C'est-à-dire que certaines études ont montré qu'en fait l'addiction n'est pas les plus grands phénomènes addictifs sont liés au côté aléatoire. Donc en fait, il se passe un truc dans le cerveau où par exemple, si tu veux manipuler quelqu'un dans un couple ou en famille, tu tantôt tu pètes un câble et tantôt tu leur donnes des cadeaux. Et le côté aléatoire, le fait que tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, ça te crée en toi un phénomène addictif qui fait que t'es de moins en moins capable de te détacher et de t'individualiser. Et, c'est une catastrophe. Par exemple, il y a des relations extrêmement toxiques, parfois entre hommes et femmes, où l'homme peut être alcoolique, et le côté aléatoire alcoolique contribue à l'abus et fait que la femme se retrouve complètement addict à la toxicité de son homme parce que il est aléatoire. Donc c'est un truc un peu inavouable pour les gens qui vivent ce genre de trauma bond, de lien traumatique. C'est le côté, comment dire, presque une drogue. Et naturellement, tu peux pas dire à tes amis, je reste avec mon mec parce que je suis addict à lui. Et en même temps, tu peux pas trop communiquer le fait que tu es abusé parce que les gens comprendraient pas pourquoi tu ne pars pas. Et donc, ce qui nous est arrivé, je pense, je vais parler que pour moi, je ne vais pas parler au nom de mes sœurs, parce que ça se trouve, ça se trouve, mes sœurs ont une perception différente qui ne correspond pas à ça. Moi, c'est ma théorie liée à mon expérience, à mon vécu et à mes lectures et à mes études. Et donc, il y a ce trauma bond ici, qui fait que les enfants, petit à petit, euh, perdent de leur capacité d'individuation, de rébellion, et se retrouvent addicts à la violence, et ça devient leur repère en fait. Et ça me fait penser à cette anecdote qu'un ami a partagée avec moi. Je ne sais pas à quel point si elle est connue, cette histoire d'une femme qui est avec un mari abusif, qui est alcoolique, qui la frappe, tout ça, et un jour le mari dit ça suffit, je vais faire le nécessaire pour arranger la situation. Donc il se démène, Rocky 4, il fait thérapie, il arrête l'alcool, il devient nickel. Le mec a réussi à un tel point que finalement à la fin il est sain, et finalement, et sa femme à ce moment-là ne le reconnaît plus, et est complètement insatisfaite et le quitte. Et donc voilà, donc ici on s'est retrouvé à développer un lien traumatique puissant qui peut être confondu avec de l'amour. Donc nous, étant gamins, on ne sait pas du tout ce qui se passe, tu vois. Donc
On se dit que normalement on devrait être aimé de manière inconditionnelle ici, mais, mais à la place on a un terrain, un terrain miné familial où c'est flippant. Donc tu te retrouves à grandir dans une zone instable. Donc tu te dis c'est bizarre, pourtant c'est mes parents, ils devraient être vachement plus cool que ça. Et après, ensuite, toi qui essaies de piger c'est quoi l'amour, parce que tu le sens en toi, c'est instinctif, et tu te retrouves dans un trauma bond, où finalement tu crois aimer tes parents, mais en fait tu es dans une forme de fascination malsaine, un lien, tu as l'impression que c'était vendeur de drogue, tu vois. Et, euh, et ça, c'est une catastrophe, ce truc-là, le trauma bond, parce que pour s'en séparer, c'est un truc de fou, parce que c'est quasiment dans ton cerveau, c'est presque chimique. Et quand t'es gamin, tu grandis avec ces changements neurologiques dans ta tête, tu vois. Et, euh, et ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que j'ai jamais eu aucun dialogue profond avec mes parents, une explication sur les dynamiques. En fait, toutes ces dynamiques ont fait on était tellement flippés qu'on devait la fermer. Il était hors de question de poser une question, tu vois. C'était un truc. Et ces travers, couplés avec une immaturité émotionnelle grave, faisaient que, faisaient que ce qui comptait pour nous, c'était de survivre avec cet attachement. Voilà. Ce qu'on aurait espéré avoir de l'amour en tant que gamin est devenu un attachement qu'on appelle un trauma bond. Et, euh, et j'ai compris très tôt que, en fait, le mieux, c'était de ne pas poser de questions. Je sais que je me rappelle, quand j'étais gamin, je sentais, je me rappelle encore, mes premiers souvenirs, je rêvais d'être pris dans mes bras, dans les bras de ma mère, je rêvais d'avoir comment dire, des câlins, et je savais pas comment le demander. Et ensuite, en grandissant, je me suis posé des questions sur la vie, sur la nature, et sur la sexualité, hein. Et là, pareil, j'ai senti que c'était des zones. Fais gaffe, ne t'aventure pas si tu veux pas te ramasser un scud. Et, euh, dans ma tête, et mes parents ont presque, comment dire, ont réussi à me faire penser qu'en fait, c'est à cause de la religion, l'islam. Tu vois, non seulement il faut pas. Faut avoir de la morale, mais en plus, faut même pas t'interroger sur la morale. Tu vois, c'est un truc genre balèze. Et moi, j'ai cru ça, alors que finalement, le dialogue est possible et les questionnements délicats sur la sexualité, tout ça, sont possibles même chez les musulmans. Mais mes parents, avec une telle immaturité émotionnelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis incapable de dire est-ce que c'est le cocktail qui a tout défoncé, ou est-ce que c'est l'immaturité émotionnelle et, euh, et le fait d'avoir créé une bulle de réalité. C'est en somme, quand tu as des parents qui sont borderline, en fait, en général, les borderline ont du mal à avoir des relations profondes et finissent en général seuls, avec très peu d'amis, voire pas du tout. Et en fait, c'est comme si en fait le réel était un danger. Et voilà. Pourquoi je parlais du trauma bond? Parce que après le trauma bond, il y a un autre phénomène qui arrive, qui s'appelle, en anglais on l'appelle le enmeshment, qui est l'enchevêtrement psychologique. Et là, on arrive dans l'univers des sectes. Alors c'est un autre truc qui arrive, c'est peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, qui sait, peut-être que je peux en vivre. Mais quand tu vois le délire que ça, avec un démarrage comme ça, eh ben, tu vois, il y a zéro contrôle, tu vois. Tu te retrouves. Et là, ici, il y a zéro projet. Il n'y a pas projet de créer un héritage avec des valeurs, des choses. C'est genre, c'est le Coran et tu fermes ta gueule, tu vois. Et c'est tout. Et là, on pourrait croire qu'après le trauma bond, c'est bon, ça va s'arrêter. Non, tu as un phénomène de enmeshment, donc d'enchevêtrement psychologique, qui est, d'une certaine manière, les enfants traumatisés doivent choisir un parent.
Et ils doivent, donc en général, ils épousent le parent dont ils ont le plus peur. Quand il s'agit de la mère, il y a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que les enfants ont naturellement une forme de loyauté naturelle pour la mère. La mère, c'est vraiment sacré, et donc, ok, papa, on l'aime, mais quand même, attention, c'est maman. Tu te retrouves avec une loyauté naturelle, combinée au trauma bond, qui crée qu'à la fin, tu crées une sorte d'organisme, de secte, entre les enfants et le parent. Le parent qui est en l'occurrence alien. Donc encore une fois, je parle ici, tout ça c'est le phénomène de l'aliénation parentale qui a commencé ici, et avec les années qui se passent. En général, non, je pourrais pas, j'ai pas de chiffres, mais il y a l'aliénation parentale qui est inconsciente, qu'un des deux parents ou les deux parents font sans s'en rendre compte, qui je pense a été mon cas. Je pense pas que ma mère ait eu des stratégies sur l'aliénation parentale, mais il y a aussi l'aliénation parentale stratégique qu'un des deux parents fait, d'un point de vue légal ou pas, et qui est terrifiant. Il y a notamment en ce moment, on parle de l'histoire de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, qui est clairement un exemple d'aliénation parentale, mais à Hollywood, où en fait les enfants de Brad Pitt sont en train petit à petit de rejeter leur père, et on font des procédures maintenant avec l'aval d'Angelina Jolie pour changer de nom de famille. Donc bravo Angelina, je suis sûr que ton karma est bon, quoi. Et donc donc là, le trauma bond te fout en l'air parce que tu te retrouves après en trauma, en mode secte, et en gros tu te retrouves avec toi, tes sœurs et ta mère à former une sorte d'une seule unité qui pense la même chose, qui ressent la même chose. Donc tu te retrouves conditionné pendant des années avant, où tu vois ta mère exprimer des violences, des horreurs, des souffrances, et petit à petit, toi, t'es gamin, donc tu peux que imaginer. Donc c'est les violences qui sont exprimées sont démultipliées chez l'enfant parce qu'elles sont associées en plus à l'imaginaire. Tu vois, il n'y a qu'un adulte qui se dit bon bah elle est en colère, ça va passer. Quand t'es un gamin, ça passe jamais, tu vois. Et donc les années passent et on se retrouve enchevêtré avec ma mère, donc finalement forcément on est associé à la perception de ma mère, forcément. Et donc ça crée ce qui est bien connu dans les comportements, dans les pathologies borderline, un splitting qui fait que c'est une forme de manichéisme psychologique où finalement tout est blanc ou noir. Et donc maman est un ange et papa est un démon. Et c'est terrifiant parce que on aime notre père. Moi j'ai un amour incroyable pour mon père, et je me retrouve lobotomisé à devoir prendre parti, mais pire que de prendre parti, t'es littéralement dans une secte. Et d'ailleurs, ce phénomène aussi est une horreur. Et c'est pour ça que j'invite les parents à se renseigner sur l'aliénation parentale et sur les pathologies, certaines pathologies. Mais bon, je sais pas qui fait ça aujourd'hui. Donc, et je tombe, concernant les sectes, je tombe sur un bon résumé, et que je vais vous lire, qui sont les signes avant-coureurs d'une secte. Et après, je vais remplacer secte avec enchevêtrement. Donc, signe avant-coureur d'une secte. Le leader de la secte a toujours raison. La critique ou le questionnement du leader est considéré comme une persécution. Tout ce que fait le leader est justifié, peu importe à quel point cela peut être nuisible. Le leader est la seule source de vérité. Tout le monde ment. Les adeptes doivent être aveuglément dévoués au leader et ne jamais le questionner. Et les membres ne reconnaîtront pas qu'ils appartiennent à une secte. Donc ça m'a l'air d'être une définition, on va dire, assez exhaustive de ce qu'est une secte. Donc maintenant, je remplace, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant, parce que maintenant, je remplace secte par enchevêtrement psychologique et le leader par la mère, ou dans d'autres cas, le père, si c'est lui qui a orienté les enfants contre la mère. Alors, signe avant-coureur d'un enchevêtrement psychologique. La mère a toujours raison. La critique ou le questionnement de la mère est considéré comme une persécution.
Et tout ce que fait la mère est justifié, peu importe à quel point cela peut être nuisible. La mère est la seule source de vérité, et tout le monde ment. Les enfants doivent être aveuglément dévoués à la mère et ne jamais la questionner. Et les enfants ne reconnaîtront pas qu'ils subissent un enchevêtrement psychologique. Et c'est ce qui m'est arrivé, malheureusement, pendant, je pense, au moins 45 ans. Et cet enchevêtrement, il est, il n'a jamais été intentionnel. J'ai jamais voulu être enchevêtré. Donc c'est un truc qui t'est imposé dans la gueule et si tu veux survivre, tu dois l'accepter. Et quand t'es gamin, t'as une terreur. Tu sais pas si tes parents vont pas te noyer ou s'ils vont pas t'abandonner au milieu de la route ou s'ils vont pas te punir. Donc tout est mélangé et tu te dis, bon, apparemment, il vaut mieux écouter ce qu'ils me disent. Tu vois, donc que des mécanismes qui empêchent ou qui limitent le développement émotionnel de l'enfant. Et donc voilà, donc je me retrouve dans ce délire d'enchevêtrement qui m'a pourri parce que ça t'enlève tous tes instincts d'individualisation, tu vois, tu deviens, comment on appelle ça, un people pleaser, c'est un syndrome que tu as envie d'être sympa, tu as l'impression que il faut que tu résolves les problèmes des autres et que tu sois hyper sympa, que tu sois toujours celui qui rend service. Bref, c'est une horreur. Et donc je me retrouve dans cet enchevêtrement psychologique à continuer à idéaliser ma mère, parce que sinon c'est la fin, j'allais dire, c'est la fatwa dans ta gueule, et à, rejeter mon père. Et ce qui est triste, c'est que j'avais un amour pour mon père et j'aurais rêvé avoir une relation avec lui malgré ses dysfonctions. Mais apparemment, ce n'était pas possible, j'avais pas le choix. Et donc j'ai enfoui mes sentiments, mes émotions de mon père bien profond. Et j'ai continué ma vie en me disant que ça allait très bien se faire. Donc je voulais juste ajouter aussi que l'année dernière, j'ai eu une interview de la part d'une personne qui travaille sur l'aliénation parentale depuis plusieurs années, qui essaie de sensibiliser et qui est une personne d'une très grande intelligence et qui a souffert de l'aliénation parentale et qui a décidé de sensibiliser le public et aussi le système légal pour pouvoir communiquer sur l'aliénation parentale. Et donc elle m'a demandé si elle pouvait m'interviewer, donc je mettrai dans le lien de la vidéo où j'ai été interviewé, je crois que ça dure 1 heure. Donc pardonnez mon anglais, c'était émotionnellement hyper balèze, une expérience intéressante, mais c'était chaud. Et donc voilà, et j'ajoute qu'il y a maintenant une communauté grandissante de parents et d'enfants qui sont sensibilisés à l'aliénation parentale, qui se rendent compte qu'ils ont vécu l'aliénation parentale. Et donc c'est en train de faire en ce moment un effet de boule de neige, et notamment avec l'histoire en ce moment de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, ça commence à être visible. Et encore une fois, dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui sont soit borderline, soit narcissiques, soit ça, et il y a une incapacité à accepter sa contribution à l'aliénation parentale, et donc il y a toujours cet argument de dire ouais, les histoires sont pas les mêmes, ou en tout cas qu'il n'y a pas d'aliénation parentale si ça n'a pas été intentionnel, s'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est frotté les mains la nuit, qui a dit je vais tout faire pour ruiner la relation. Et je pense que l'aliénation parentale existe soit de manière intentionnelle, soit de manière inconsciente. Et là, dans mon cas, personne n'a vu venir cette aliénation parentale. Et je ne pense pas que ça a été fait de manière délibérée. Ou si ça a été fait de manière délibérée, ça devait être lié aux automatismes, au comportement automatique des personnes souffrant de borderline ou de personnalité limite. Et donc, ça rentre dans la psychologie des comportements. Et donc, voilà. Donc après, ce que je vous montre ici, c'est que je ne sais pas si ça intéresse vraiment tant que ça, le problème d'aliénation parentale. Tant que tu t'en es pas rendu compte, tu as l'impression que c'est un truc genre, ça sert à rien. Et en fait,
J'ai eu du bol. Je pense que j'aurais pu passer ma vie sans me rendre compte qu'il y avait une aliénation parentale. Et il y a eu certains événements et je salue le bon Dieu pour m'avoir foutu les bonnes claques au bon moment pour que je puisse sortir de ma torpeur et de mon instinct de survie. Et donc là, tu te retrouves là, ici, et à chaque étape, donc tu vois, tu as le père qui est ici, papa et maman, et ensuite, à chaque dégradation, les enfants, ici, descendent d'un seuil et donc prennent petit à petit la perception de la mère et le côté de la mère. Donc ensuite, après l'enchevêtrement psychologique, arrive le estrangement, le fait que finalement l'autre parent te devient de plus en plus étranger, de plus en plus invisible. Et moi, ça m'est arrivé, c'est une horreur, parce que mon père n'avait pas malheureusement Internet. Il a essayé de prendre contact avec moi 2 fois, et je n'ose pas en parler, ça me fait tellement de la peine. Et moi, j'étais complètement abruti dans l'enchevêtrement psychologique. J'étais un suppôt de la perception de ma mère. J'étais incapable d'avoir mon propre esprit critique, de me détacher de l'influence de ma mère, incapable. Et donc mon père, n'ayant pas les moyens qu'on a aujourd'hui, Internet, email, texto à sa mère, pardon, je devrais corriger, la vidéo elle commence à être un peu trop relax. Et donc il a fait ce qu'il a pu, et je sais, connaissant mon père, qui était quelqu'un qui était extrêmement alpha, dysfonctionnel, et que lui, faire des tentatives de se rapprocher de ses enfants, c'était pas un truc traditionnel, tu vois. En général, c'est pas les parents qui courent après les enfants. Et il m'a donné des preuves d'amour plusieurs fois, et notamment avec ses efforts pour essayer de renouer avec moi. Et malheureusement, il est mort en 2002, et je n'ai pas eu aucun moyen de renouer avec lui. Et ces phénomènes psychologiques sont tellement puissants que même quand mon père est mort, j'étais persuadé que c'est lui la cause de tout. C'était le côté, le splitting qu'on peut avoir chez les borderline, que mon père c'était le démon, c'est lui qui a foutu la merde, que c'était une horreur, et que toutes les souffrances et le chaos étaient à cause de lui. Donc pour moi c'était, alors que j'étais d'une immaturité émotionnelle, incapable d'avoir une vraie opinion, donc la seule opinion que j'avais c'était la perception de ma mère. Et donc, après m'être retrouvé enchevêtré, et après que mon père soit mort, j'ai souffert, j'ai fait le deuil de mon père. Ça m'a mis 3 ans à peu près, et je me sentais pas à l'aise dans mon couple pour pouvoir communiquer ma peine. J'avais l'impression que il y avait une sorte d'immaturité émotionnelle chez ma compagne qui m'empêchait de m'ouvrir et de pouvoir partager ma peine. Et je sentais instinctivement que c'était risqué en tant qu'homme de révéler sa peine à sa compagne et prendre le risque de créer de nouvelles angoisses. Et donc, j'avais l'habitude, je pouvais pas me retenir, des fois quand je prenais ma douche, de pleurer dans ma douche. Et 3 années ont passé, et j'étais mais encore persuadé, je me disais bon, mais en tout cas et les années ont passé, et je me suis dit c'est dingue, je pensais que la paix allait venir après que mon père décède. Je me disais bon bah c'est triste, voilà, c'est tragique, mais au moins on a finalement maintenant la paix dans la famille. Et en fait non, parce que quand t'as 2 parents borderline, t'en as un qui part, l'autre il continue à partir en sucette. Il n'y a pas de réaction magique. Et il y a encore eu, pendant des années après, d'autres histoires qui m'ont fait dire c'est étrange quand même. Je croyais que c'était lui qui était la cause de tout, et ça a été une horreur après, avec des comportements abusifs. Je pense que ma mère est inconsciente, qui sont plus de l'ordre de l'instinct de survie. Et voilà, donc les histoires, le chaos, le drame a continué après le décès de mon père, me donnant un indice que
qu'en fait, peut-être que c'était plus compliqué. Et, on va dire, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis rendu compte que j'étais dans un enchevêtrement. Il m'aura fallu 40, plus de 40 ans. Et donc, comme mon père n'avait pas les moyens de garder le lien, il y a un phénomène d'étrangeté, je ne sais pas comment on peut le dire en français, qui s'appelle un phénomène d'estrangement, où finalement, entre toi, un gamin qui repousse ton amour pour ton père et qui l'enterre, et la vie qui prend son tour, le fait que ton père n'ait pas les moyens de te contacter en plus, petit à petit, j'ai l'impression que j'ai oublié mon père et qu'il a commencé à disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Et ça, c'est une autre horreur. Et tout ce que je décris ici, ça paraît sympa parce que c'est des mots, mais chaque étape, c'est genre une explosion nucléaire avec des conséquences qu'on ne peut pas imaginer ou mesurer dans la vie et dans l'avenir. Et naturellement, tout ça a contribué à créer une aliénation complète, où en fait, maman est la gentille, maman est la victime, trop cool, et papa c'est le méchant, le démon, le truc. Et c'est marrant parce que j'ai cru que je devais me construire sans mon père, et j'ai essayé de me plier aux codes sociétaux, de ce que ça voulait dire être un homme, et tout ce que je croyais, c'est-à-dire la société qui se féminisait, l'instinct féminin et maternel de ma mère, les tendances infantilisantes et féminisantes de la société qui a commencé dans les années 80-90, une sorte de virage à gauche mondial où c'est la veuve et l'orphelin, le camp du bien, et toi t'es gamin, t'es un jeune homme et tu sais pas, et tu réalises que finalement la société tout entière est en train de te culpabiliser d'être un jeune homme, d'avoir ces désirs, ces pulsions de conquête, de création, de succès, de construire, d'avoir des projets. Et on t'apprend très jeune, et ça commence, je crois que ça a commencé depuis mai 68. Je peux parler que de moi, dans ma perception de jeune homme. T'as la société tout entière qui, d'une certaine manière, de manière covert, cachée, dit aux jeunes hommes, faites gaffe, devenez pas comme ces monstres d'autrefois, comme ces pères d'autrefois, comme cette patriarchie qui est considérée comme le mal absolu. Et quand t'es gamin, ou t'as pas eu assez d'amour en tant que jeune homme, t'as envie de montrer patte blanche, et donc tu concèdes, tu acceptes les codes que la société du moment te donne, des codes culturels, sociétaux, et tu te rends pas compte à l'époque que c'est un gros gag pour te forcer à te soumettre, parce qu'on sait jamais, tu pourrais devenir toxique, tu pourrais donc autant te briser et briser ta nature masculine. Le problème, c'est que je le savais pas, donc moi j'ai coché toutes les cases du bon gars. Bon, faut être de gauche, ok, communiste, pas de problème, féministe à fond, et en fait c'est tout un enchevêtrement qui n'est pas sincère, pas authentique, qui intellectuellement résonne bien sur papier, et tout le monde est content. Mon fils est féministe, de gauche, voilà. Mais en fait, entre la société et une mère dysfonctionnelle, tu grandis comme un bon gars. Et c'est le pire qui puisse arriver dans les relations romantiques, d'être le bon gars, sympa comme tout, parce que je le sais aujourd'hui, c'est pas ce que recherchent les femmes. C'est pas du tout ce qui peut être. C'est très mauvais d'avoir ça comme fondation d'un couple, et encore pire d'une famille. Et donc il m'aura fallu vraiment d'aller à la pêche et de pagayer pour me reconstruire et reconstruire mon masculin. Et ça m'a mis 10 fois plus de temps
que si j'avais, entre guillemets, gardé un lien avec mon père, une relation, ou en tout cas avec une tribu d'hommes. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte du désastre, aussi bien d'un point de vue familial, avec des parents endommagés, et la société qui soit génère ces dommages, ces traumas, ou en tout cas qui donne, qui donne le niveau zéro de ce qu'il faut faire dans la vie. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde aujourd'hui de ne pas écouter la politique, les idéologies X ou Y, et de faire son propre avis en faisant un travail, en étant actif, en passant 1 heure par jour, en lisant des bouquins sur qu'est-ce que ça veut dire être un homme, ou qu'est-ce que ça veut dire être une femme. Et peut-être qu'il y a 50 ans, je crois que les femmes et les hommes avaient compris quelque chose. Je pense qu'on nous a endormis en prenant des cas extrêmement dysfonctionnels, et on nous a dit que voilà, c'était la généralité. Et bref, sans vouloir m'égarer, ce phénomène d'aliénation parentale, c'est l'une des pires choses qui me sont arrivées dans cette vie. Et aujourd'hui, je vis avec une peine jusqu'à la fin de mes jours, le fait d'avoir rejeté mon père et de lui avoir donné aucune chance de pouvoir renouer avec moi. Et le drame et le tragique, c'est que j'avais besoin de lui plus que lui avait besoin de moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je refuse en bloc la toxicité des mères endommagées et leur opinion sur ce que ça veut dire d'être un homme. Et donc, pour finir, le drame, c'est que je n'ai pas de jugement. Je pense que mes parents n'ont pas fait tout ça de manière volontaire. Je pense que tout est lié à un drame, un tragique qui est dans la famille, qui est refloué. Et donc, j'ai juste de la déception et une acceptation tragique que l'amour que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin, cet amour inconditionnel, j'accepte aujourd'hui que peut-être je l'aurai jamais. Et que peut-être que c'est à moi de donner l'amour aux autres, à mes enfants, à mes amis. Si j'ai un amour en retour sincère, c'est du bonus. Mais voilà. Mais pour conclure, il y a quelques années, j'avais cette image de ces mères inconscientes qui ne se rendent pas compte du mal qu'elles font et qui d'ailleurs refusent d'être guidées ou orientées. Donc c'est un mécanisme perpétuel. Et je me dis, ça me fait penser vraiment, l'image que j'ai eue, puisque je suis quelqu'un d'assez visuel, j'ai eu cette image qu'une mère endommagée, lorsqu'elle souffre, elle sera capable de brûler toute la forêt tout entière avec ses enfants dedans. Et donc voilà, c'est le résumé que je peux avoir vis-à-vis de ce phénomène d'aliénation parentale. Voilà, on est à combien ? Ouf, moins d'1 heure. Voilà, je pense que là, ça clôt, et peut-être que j'aurai plus besoin de parler d'aliénation parentale. En parallèle, ça me tente de faire peut-être une chaîne en anglais pour peut-être être utile pour des parents et des enfants pour qu'ils puissent se retrouver. Si je peux réussir un jour à aider 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 enfants à retrouver leur père ou leur mère, ça peut-être contribuera peut-être au sens de ma vie. Voilà, en tout cas merci de votre écoute et j'espère que même si vous ne souffrez pas d'aliénation parentale, que ça
Peut-être que vous aurez... Il y a peut-être quelques infos qui peuvent être utiles pour vos vies. Voilà. En tout cas, merci. À bientôt, si Dieu le veut. Salut.